tu sais, si tu viens avec moi, tu flotteras aussi. 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 Cette scène du premier ça au cinéma m'a complètement scotché. J'étais comme Bill, je pouvais plus bouger, j'étais stoïque face à cette scène, mais d'autres scènes ont aussi procuré un certain effet sur moi, mais ce passage particulièrement, je ne saurais l'expliquer pourquoi elle me provoque cette émotion. Et elle est intéressante, cette notion de subjectivité, surtout dans la peur, parce que la peur, comme la comédie, est personnelle. Nous avons tous nos craintes, nos angoisses, nos phobies, et tout le monde va avoir une réaction différente face au même événement. Et ça, les productions de visuels l'ont parfaitement saisi, en n'arrêtant pas d'offrir depuis de nombreuses décennies des œuvres exploitant tout ce qui pourrait effrayer un être humain. De la plus banale des craintes, en la transformant à l'horreur extrême. Nos cauchemars, lorsque nous dormons, prennent vie, et il ne tient qu'à nous d'y faire face, ou d'y succomber. Et l'immense livre de Stephen King est en plein dedans. Tout par-delà de nos peurs d'enfants. Stephen King est un écrivain atypique. Ses œuvres traitant de thématiques proches de nous, la mort qui rôde dans nos existences, analysant les travers de notre société, se passant dans des univers riches et crédibles, le tout porté par une patte de description fluide. Et c'est pas pour rien qu'avec tout ça, et l'univers complexe et mystérieux de King, la prolifération qualitative de sa biographie aura fait engendrer moult adaptations de ses livres au cinéma et à la télévision. On peut dire que ces nombreuses adaptations ont permis à King d'accéder à une notoriété sans précédente, ses ouvrages étant mis en scène par de grands noms, et ce n'est guère étonnant que Stephen King fasse partie aujourd'hui de la pop culture, et parmi les romans de King les plus cités sont bien sûr ceux à avoir une adaptation réussie et connue, comme Carrie de Brian De Palma, La Ligne verte de Frank Darabont et Shining de Stanley Kubrick. Mais parmi toute son œuvre, les deux parties de ça sont certainement les plus appréciées et iconiques de King. Mais pourquoi donc ? Parce qu'avec son histoire de clown terrorisant des enfants, où chaque peur prend vie sous les yeux des protagonistes, puis l'alternance entre les souvenirs et le présent de ces enfants devenus adultes, devant faire face à leur plus grande peur, c'est une histoire de base pile ce qu'il faut pour que le public puisse s'identifier, et surtout un mystère entourant le sang en question, n'arrêtant pas de changer de forme et qui tue tous les 27 ans. Puis de commencer son histoire par la conversation minutieusement écrite entre un enfant ciré jaune et un clown au visage pâle abordant un immense sourire coincé dans les égouts, puis par le meurtre de 10 bambins, ça reste je pense la meilleure introduction possible tant ça nous immerge immédiatement dans le récit et qu'on se pose des questions après cette scène. Le livre ça a déjà été adapté dans un téléfilm de 3 heures en 1990 par Tommy Lee Wallace, retraçant une grande partie des deux livres et ayant fait comme choix de respecter la structure d'origine du livre. Présenter les adultes, ce qu'ils sont, et ensuite de faire un flashback les montrant enfants, entourés de scènes d'épouvante et ensuite de scènes intimistes entre les 7 personnages. Et je sais que ce téléfilm a beaucoup de fans, en partie grâce à la performance de Tim Curry en Gripsou, mais le problème de ce téléfilm, c'est qu'il est assez ennuyeux. Le problème, ce n'est pas la durée, le problème, c'est le rythme. De manière générale, le film est assez lent et prend vraiment son temps. Mais aussi, faire cette alternance adulte-enfant dans le livre, ça peut fonctionner. Un livre peut avoir une liberté dans sa manière de raconter une histoire, là où dans un film, même téléfilm, il y a des codes de narration à respecter. Et passer le début de son histoire à présenter un adulte une ou deux fois, pourquoi pas. Mais pour tous les personnages, surtout qu'on les connaît pas, du coup le temps à passer à les présenter, ce qui dure quand même 1h30, l'intrigue principale, elle, n'avance pas, elle stagne. Pourtant, lorsque ce sont les scènes avec les enfants, ça reste intéressant, puisqu'on suit leur peur. Et lorsqu'ils sont adultes, c'est ennuyeux, c'est affreux tant ça dure en longueur. Surtout les débilités dans le scénario. Non, sans rire, ils sont 7 à affronter Gripsou lors de la fin de la première partie, et finalement c'est l'inhalateur d'Eddie et les boucles d'oreilles en argent que Beverly tire qui font du mal à ça.
Ouais, c'est ça le scénario, ouais. Ils ont voulu reprendre le plus fidèlement possible des passages oniriques mystérieux trop imagés du livre, sans vraiment penser en termes de narration et d'adaptation. Ce qui fait qu'on se retrouve avec pas mal d'aberrations. Ah oui, c'est monté comme ça. Le passage en question est tiré du Ça, livre 1, troisième partie, chapitre 12, deuxième sous-partie, page 762. Et c'est pas seul exemple. Donc ouais, autant dire que personnellement, je n'accroche pas vraiment à ce téléfilm que je trouve moyen à cause de sa réalisation limitée, à cause de son histoire, du budget et de son époque, et de son scénario qui sonne cheap et ridicule en plus des incohérences et des passages vraiment trop longs. Mais du coup, parce que c'est un peu le sujet de la vidéo quand même, faut pas déconner, que vaut le premier film Ça d'Andrés Muschietti? Le premier Ça était dans les projets de la Warner depuis 2009. Passant d'abord entre les mains du scénariste David Kashganish, qui va avoir l'idée de faire passer l'intrigue des enfants durant les années 80 au lieu des années 50, puis par les mains du réalisateur Kari Fukunaga entre 2012 et 2015, avant de claquer la porte pour différents créatifs. Selon ses dires, il aurait voulu faire un film d'horreur non conventionnel et faire de Gripsou plus qu'un simple clown. Il aurait trouvé de nouvelles méthodes pour effrayer les enfants, donc une approche loin des codes d'usage habituels propres aux films d'horreur, ce qui a fait peur au studio, et préférant engager Andrés Muschietti, qui avait fait Mama en 2013, un film d'horreur rentable et acclamé dans des festivals. Après des réécritures, ça sort en 2017, soit pile 27 ans après le téléfilm, suscitant pas mal d'enthousiasme et surprenant beaucoup de monde, sans pour autant crier au génie ni au chef-d'œuvre. Puisqu'effectivement c'est ce que le film est, un excellent film d'horreur avec des défauts qui ne voulait pas bousculer le genre horrifique, quitte à reprendre des clichés du style... Ouais. Par contre, il y a des scènes qui sont juste assez réussies en termes de mise en scène, comme par exemple celle du vidéoprojecteur, du lavabo, de la cave, ou bien encore celle-là. Ouais, mais on sent le timing de la peur, ça fait pas vraiment peur, il y a des jumpscares qu'on sent venir. Bref, pas mal de critiques récurrentes reprochant l'utilisation de certains clichés du genre. Ce qui est malheureusement un peu le cas. Mais, à l'inverse, il y a énormément de scènes où le but ce n'est pas de nous faire peur, en tout cas de nous faire sursauter du siège. C'est de l'horreur tétanisante. Prenons par exemple, et je vais le faire grossièrement et succinctement, la scène présentée au début. La scène de la cave entre Bill et Georgie. Alors, pour commencer, il y a ce travail dans l'espace où Bill et Georgie sont éloignés, mais pas vraiment. Le travail sur la mise en place du danger, le crescendo sur le tu flotteras aussi, et une réflexion sur l'image qui devient de plus en plus malsaine, et le son qui, au fur et à mesure, se dégrade, devient de plus en plus fort, ce qui crée quelque chose de dérangeant et d'inquiétant. Surtout le plan où Gripsou, avec son œil de travers, sort de l'eau et dirige son regard vers nous. Et quand Gripsou jette Georgie tel un pantin, ou quand il court, ça nous rappelle les boulevards dangereux du clown, et le plan est éloigné pour qu'on s'en rende compte. Ensuite, on enchaîne sur la réaction de Bill sur un gros plan qui finit par s'enfuir, mais qui n'a pas encore quitté le cadre. Ensuite, un nouveau gros plan sur Gripsou, renfermant la distance, et le plan est très court. Puis le plan dans l'escalier montrant la justesse du moment que Bill était à peu de se faire attraper. Tout ça pour dire que, malgré ses travers, Andrés Muschietti sait y faire en termes de mise en scène. Et surtout l'excellent travail du directeur de la photographie Cho Chung-hoon qui donne une image réaliste, presque pas retravaillée en post-prod. Oui, la couleur, la luminosité particulière est un travail qui a déjà été effectué lors du tournage, ce qui crée ce sentiment de proximité avec les personnages tout en ayant une image travaillée et inquiétante. Et dans les bons points, le travail sur le son, le sound design et la bande originale, bien qu'un peu trop bruyante, il y a une recherche dans les tonalités des sons utilisés, des gros bruits, des sons délabrés pour les moments stressants que vivent les personnages, ou soit, chose peu commune, des sons saturés. Et c'est pareil pour la bande originale de Benjamin Wallfisch, qui possède des pistes conventionnelles à base de violon et des moments de silence, avant de faire jouer 50 instruments en même temps.
ce que je disais. Mais cette bande originale sait apporter une ambiance, parce que par exemple les pistes d'Harry ou Dairy Story, elles racontent quelque chose, elles amènent un univers avec ses notes planantes et mystérieuses, il y a une ambiance, il y a quelque chose. Et quand il faut apporter de l'émotion, les notes calmes et mélodieuses au piano servent le récit justement, ça sert à rendre le film d'autant plus beau, et quand il faut apporter de l'émotion, quand il le faut. En fait, cette bande originale est à l'image de la réalisation d'Andrés Muschietti. Et justement, la meilleure qualité d'Andrés Muschietti, c'est son travail sur les personnages. Ils ont eu l'intelligence de d'abord faire un film centré sur les enfants et rien d'autre. Et ce choix engendre plusieurs bons points. Numéro 1, la fluidité. On ne passe pas son temps à se demander qui est qui et à faire des allers-retours narratifs entre le présent et le passé. Se centrer sur une seule période de leur vie évite d'embrouiller les pistes et d'avoir une narration claire et fluide. Numéro 2, l'ambiance. Ce qui permet aussi d'instaurer une ambiance consistante, puisque la menace pèse sur les enfants, ce qui fait que lorsqu'ils sont en danger, on a tendance à plus s'y croire, puisqu'on ne dit pas dans ce film qu'ils vont devenir adultes, donc la menace est réelle. Quand Gripsou dit à Eddie, blessé, qu'il l'emmène flotter et qu'il s'approche de lui en jouant avec ses nerfs, l'impact est d'autant plus forte. Contrairement à la scène de la douche dans le téléfilm, où Gripsou sortait du trou pour faire son petit discours et sortir les crocs pour finalement enchaîner la scène avec un fondu où on voit Eddie adulte prendre le train. Non, juste non. Numéro 3, le développement. Cela laisse du temps pour laisser respirer les personnages, parce qu'à part Mike Hanlon, tous les autres personnages ont le droit à un développement touchant et sincère. Stanley le juif qui doit devenir un homme et accomplir ce que souhaite son père rabbin, Richie le comique qui doit s'affirmer, Eddie l'hypochondriaque qui doit s'émanciper de sa mère poule, Beverly la jeune femme en devenir qui doit vaincre l'image paternelle, Ben le gamin en surpoids solitaire qui finit par exister au sein d'un groupe et surtout auprès d'une personne, et Bill le bègue devant faire le deuil de son frère mort. Et surtout, quand je parle de laisser respirer, c'est aussi dans le sens où les enfants partagent de nombreuses scènes ensemble. Ce qui permet le numéro 4, l'attachement. Tous les moments que partagent les ratés entre eux touchent au sublime. Faut dire que le casting s'entendait à merveille sur le tournage et que leur énergie est communicative. La scène où ils crachent chacun leur tour pour savoir qui doit sauter en premier est drôle par cette innocence et ce cynisme d'enfant, pour finalement se voir humilié par Beverly qui plonge sans hésiter. Donc, malgré ses défauts, le premier Ça avait au moins ce feeling touchant, grâce à son casting et ses personnages attachants, le tout dans une histoire qui ne fait pas de cadeau. On a ce sentiment d'avoir participé à une aventure humaine et sincère, avec ses moments de tristesse, de doute, mais surtout de joie.